Le syndrome de l'imposteur est, selon moi, certainement ce qui constitue le plus grand frein que rencontrent tous les photographes. Que ce soit les photographes qui sont dans une première phase d'apprentissage, les photographes, confirmés, et ainsi que les photographes qui monétisent leurs compétences. Alors bien sûr, le principal risque, c'est que ce syndrome de l'imposteur, finalement, non seulement te ralentisse, te freine, mais voire t'immobilise. Et, dans le pire des cas même, te fasse renoncer à certains projets que tu as. Typiquement, chercher à développer ses compétences à une certaine hauteur et ou monétiser ses savoir-faire. Alors, le syndrome de l'imposteur, comme je te disais à l'instant, tout le monde le ressent. Alors, ce qui est drôle, c'est que parfois, certains photographes, jeunes photographes, le ressentent justement parce qu'ils ont 20 ans, ils se demandent ou moins, ou plus, et ils se demandent s'il y a leur âge, est-ce que du coup ils sont légitimes pour proposer leurs services, etc. par exemple. D'autres, c'est l'inverse. Ils se mettent ou ils se remettent à la photo un petit peu sur, on va dire, pas sur le tard, parce que bon, quand même, mais admettons à 50 ans ou à 45 ans, ils se remettent à développer des compétences en photo. Et eux, c'est le même raisonnement que les jeunes, finalement. Ils se disent, est-ce que je suis pas trop vieux, finalement, pour avoir cette prétention-là de développer des compétences. Donc, pour te dire que tout le monde a ce syndrome. Et donc, si tout le monde l'a, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle pour, entre guillemets, s'en débarrasser. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec. Et principalement, pour moi, apprendre à développer son autonomie par rapport au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire apprendre déjà à détecter quels sont les symptômes dans notre comportement, chez nous, qui témoignent de ce syndrome, pour l'identifier, pour y faire face, et pour avoir une réflexion. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est déstabilisant dans le syndrome de l'imposteur, c'est que bien souvent, on est le seul on a le sentiment d'être le seul à le ressentir dans un contexte donné. Et puis on se dit, face à moi ou dans mon entourage, j'ai l'impression que les gens, ils doutent de rien, ils ont pas ce syndrome en tous les cas, etc. Mais ça, c'est dû au fait que nous, on se connaît de l'intérieur. Moi, je me connais avec mes qualités, avec mes forces, avec mes compétences, avec mon expérience, mais je me connais aussi avec mes faiblesses, avec mes doutes, avec mes peurs, avec certains points techniques où je sais que je suis pas au top. Tu vois, on se connaît aussi avec notre face un petit peu sombre que l'on n'expose pas nécessairement, et c'est normal. Et par contre, la personne d'en face, bien sûr, on la connaît que par la facette dont elle veut bien nous présenter. Hein. Et donc c'est ce qui fait que on a souvent ce sentiment d'être le seul à ressentir ce syndrome, alors que bien sûr c'est totalement faux. Donc le but du jeu, c'est surtout de développer son autonomie par rapport à ce syndrome. Développer son autonomie pour avoir du pouvoir sur lui. Parce que plus on connaît une chose, plus on maîtrise cette chose, et donc plus on maîtrise cette chose, plus on a du pouvoir sur cette chose. Et justement, nous, ce qui nous préoccupe sur cette chaîne, c'est de développer notre pouvoir photo, notre power photo. Et étant donné que le syndrome de l'imposteur est l'un des principaux freins, dans tous les contextes bien sûr, mais dans un contexte d'une activité créative, c'est quand même assez prononcé, puisque au travers nos productions, bien sûr, on exprime une part quand même, on expose un peu une facette de notre personnalité, de notre sensibilité assez intime quand même. Et donc voilà, il faut apprendre à gérer ce syndrome, à vivre avec, à être en autonomie par rapport à lui. Alors effectivement, le syndrome de l'imposteur se manifeste au travers de différents symptômes. La parole, quand je me dénigre, quand je minimise, c'est-à-dire quand je minimise mes succès, quand je minimise mes compétences, quand je minimise mes travaux, mes réussites, etc. Là, c'est un premier symptôme, une première série de symptômes qui sont en lien avec le syndrome de l'imposteur. Après ça, bien sûr, il y a en phase extrême, il y a l'auto-sabotage. C'est-à-dire quand volontairement, j'exprime pas mon plein potentiel
voire même je fais exprès, plus ou moins consciemment, eh bien de faire des erreurs, de faire des conneries. Bon, ça c'est la phase extrême. Bien sûr, il y a différentes phases entre. Alors, ce qui est intéressant dans le syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, ça va challenger tout un tas de croyances internes. Et encore une fois, si plutôt que de regarder le côté vide de la bouteille, je m'attache à regarder le côté plein, eh bien, je peux aussi dire que le syndrome de l'imposteur, c'est une opportunité, en fait, de se reprogrammer le cerveau. De se reprogrammer le cerveau sur des bonnes croyances, ce coup-ci, qui vont au contraire m'aider à atteindre mon plein potentiel, et donc justement à quelque part à m'aider à designer mon lifestyle tel que je le souhaite. Ça, c'est très important. Tu vois, par exemple, le syndrome de l'imposteur, pour les primo-accédants, enfin pour les les gens qui sont en première phase en phase de découverte, je vais dire, sur la photo, il y a la tolérance à l'erreur. C'est-à-dire que ils sont pleins de passion, pleins d'envie, pleins de motivation, et puis les résultats qu'ils produisent dans un premier temps ne sont pas à la hauteur de leurs espérances, à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur de leurs standards de qualité. Et ils butent comme ça sur cette espèce de plancher de verre qui les empêche d'atteindre le next level. Et parfois on finit dans ces cas-là par croire non, finalement la photo c'est pas pour toi, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez doué, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Donc tu vois, le syndrome de l'imposteur dans ces cas-là questionne ton rapport à l'erreur. Et pour faire un petit parallèle, tu vois, lorsque tu as appris à conduire ou lorsque tu apprendras à conduire, dans tes premières leçons de conduite, évidemment, tu cales assez fréquemment. En principe, ton moniteur de conduite, s'il est bien attentionné, va te dire c'est normal. Et effectivement, ça l'est. Parce que même quand tu as 20 ans de conduite, admettons, parfois ça t'arrive encore de caler. Mais le truc, c'est pas de se focaliser sur à l'instant T j'ai calé. Non, non, il faut tout de suite se remobiliser pour dire c'est pas grave. Le vrai but du jeu, eh bien, c'est de relancer le moteur. Tu vois, c'est la même chose en fin de compte. Quand tu fais des erreurs, dis-toi qu'à chaque fois que tu fais des erreurs, en photo, c'est de comprendre pourquoi tu as fait ces erreurs, de comprendre, d'entrevoir la solution, de tester la solution et d'avancer comme ça pas à pas. D'ailleurs, en parlant de questionnement et de challenger des croyances, pour moi, l'un des principaux obstacles à notre avancée, eh bien, c'est aussi nos croyances héritées de notre milieu socio-culturel. Donc, c'est un milieu qu'on n'a pas choisi, que l'on a entre guillemets subi, qui nous a été entre guillemets imposé à notre naissance, ainsi que comment dirais-je, ainsi que l'éducation nationale. Je parle de la France dans ces cas-là. Parce que bon, l'éducation nationale en France, c'est-à-dire cet État dans l'État qui fait à peu près ce qu'il veut comme il veut, nous a inculqué de force, à coups de marteau, tout un tas de croyances. Justement, en parlant de la résistance à l'erreur, on nous a quand même inculqué que il y a que une bonne réponse. Et à l'exclusion de cette bonne réponse, tout le reste, c'est mauvais. Et donc, si c'est mauvais, si toi tu détiens une autre réponse que la bonne, donc c'est qu'elle est mauvaise, et que donc si tu détiens une mauvaise réponse, faut que tu restes bien au fond de la classe, que surtout tu fasses pas de bruit, tu te fasses oublier pour laisser de la place à ceux qui détiennent la bonne réponse, et puis voilà. Donc voilà, ça, ce genre de truc, c'est ça qui débouche sur la croyance qu'ont beaucoup de gens, que non, ils doivent rester spectateurs de leur vie, spectateurs de leurs envies, et d'attendre une prochaine réincarnation pour oser faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc tu vois, voilà, le syndrome de l'imposteur se manifeste au travers tout ça, tu vois. Le syndrome de l'imposteur, pour les photographes plus expérimentés, confirmés, ou ceux qui monétisent leurs compétences, se manifeste aussi au travers d'autres symptômes. Un symptôme que moi je connais bien, qui va questionner, qui va challenger ma croyance sur la performance, parce que moi qui ai été très très longtemps perfectionniste, j'avais fait une vidéo là-dessus, moi quelque chose qui m'a toujours dérangé, et sur cette chaîne c'est aussi le cas. Par exemple, sur cette chaîne, la vidéo la plus vue, et de loin,
c'est la vidéo que j'ai fait le plus à l'arrache. Alors tu vois, moi c'est quelque chose qui me perturbe, si tu veux, donc qui questionne ma légitimité. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est en lien avec le sentiment de légitimité. Est-ce que le succès que j'ai, je parle pas pour moi, mais de manière générale, est-ce que la réussite que tu obtiens à un moment donné est légitime? Eh bien moi, quand je vois que l'une des vidéos que j'ai fait le plus à l'arrache est celle qui est le plus regardée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre la performance de la vidéo exprimée en nombre de vues, par exemple, c'est un critère, mais il peut y en avoir d'autres, hein. Eh bien, c'est la vidéo que j'ai fait le plus à l'arrache. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'y gêne. mais c'est comme ça. Mais c'est intéressant aussi, tu vois. C'est intéressant. Donc, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, on peut aussi le voir comme une opportunité pour justement se questionner sur nos valeurs qui nous font avancer. Pour moi, pour être en autonomie par rapport au syndrome de l'imposteur, donc il faut quand même documenter son travail, documenter son parcours, même ses échecs, et particulièrement ses échecs. J'aime souvent à dire que si tu veux avancer 2 fois plus vite, eh bien il faut que tu fasses 2 fois plus d'erreurs. Mais encore faut-il que tu gardes une mémoire sur ces erreurs, que tu fasses un effort de conscientisation. Et il faut aussi que tu fasses un effort de conscientisation sur ce qui fonctionne. Donc tu vois, dans l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure, sur la vidéo qui a été la plus regardée, la plus commentée, la plus likée, alors que c'est une vidéo que j'ai fait totalement à l'arrache, ça veut aussi dire qu'il faut que je questionne mon process de création de vidéo, par exemple. Mais ce que je te dis, ça s'est également produit au travers mes photos, au travers certaines affiches que j'avais fait en tant qu'infographiste. J'étais toujours surpris de voir que c'était toujours celle que j'avais fait le plus à l'arrache, tu vois. Qui plaisait spontanément le plus aux gens à qui je présentais mon book. C'est toujours quelque chose qui m'a gêné, moi, tu vois. Pour être en autonomie par rapport au syndrome de l'imposteur, il faut aussi prendre conscience de quelque chose. C'est que, comme je te le disais tout à l'heure, on ressent le syndrome de l'imposteur dès qu'on sort de notre zone de confort vers quelque chose qui ne fait pas encore partie de notre zone de confort, mais qui potentiellement on peut le devenir, c'est-à-dire on étend notre zone de confort. Mais on ressent le syndrome de l'imposteur dès qu'on joue avec les cartes de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Si par exemple toi, à tort ou à raison, qu'importe, parce qu'encore une fois il n'y a pas une bonne réponse, mais il y en a une multitude, si toi tu es à l'aise dans ta pratique photo avec un mirrorless, si toi tu es un fanat de Linux, c'est-à-dire voilà, tu sais utiliser tu sais utiliser des logiciels qui fonctionnent sous Linux, etc. Tu peux par exemple très bien te ressentir le syndrome de l'imposteur, eh bien parce que tu vas chercher à te forcer à utiliser une série d'outils qui ne sont pas les tiens et puis avec lesquels tu n'es pas à l'aise. Admettons, pour te conformer, j'allais dire, à l'image d'Épinal du photographe français du 21e siècle, eh bien tu vas chercher à t'habiller en noir déjà, alors que t'aimes pas ça. Tu vas t'acheter un MacBook Pro, alors que tu trouves que c'est une véritable arnaque. Tu vas t'acheter un réflexe, de la marque que tu veux, hein, alors que tu trouves que c'est trop gros, que ça va pas du tout, par exemple, hein. Eh bien ça, tu ressentiras toujours le syndrome de l'imposteur dans ce cas-là, parce que tu es en train de jouer avec des cartes qui ne sont pas les tiennes, et tu es en train de jouer avec des cartes qui te sont dictées par d'autres. Et pour moi, c'est surtout dans ces cas-là où on est victime du syndrome de l'imposteur, en plus du moment où on sort de notre zone de confort habituelle, c'est quand on cherche à se conformer de force à des codes qui ne sont pas les nôtres, à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et on se sent toujours en décalage par rapport à ces normes. Et ça, faut en prendre conscience. Parce que lorsque tu prends conscience du fait que toi, par exemple, non, tu préfères les mirrorless aux réflexes, à tort ou à raison, en fait, c'est pas le débat. Mais il faut simplement que tu fasses un travail sur toi-même pour conscientiser ce fait. Et puis surtout, justement pour prendre conscience que ce sont tes valeurs et que voilà, ça ne se discute pas, hein.
Moi, quand je suis face à quelqu'un qui est de gauche, par exemple, je cherche pas à le convaincre d'être de droite, tu vois, par exemple. Il faut accepter ce que l'autre est, tu vois. Même si, voilà, c'est pas nécessairement, on ne demande pas aux gens d'être 100% raccord avec nous-mêmes. Donc, faut être aussi tolérant avec les autres qu'on s'attend à l'être, enfin, ce que les gens le soient envers nous, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, pour beaucoup, pour résoudre ce problème de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur, eh bien, ils utilisent des fausses solutions. Alors, encore une fois, la première des fausses solutions souvent employées, eh bien, c'est de chercher à combler ce syndrome de l'imposteur au travers du contenant. C'est-à-dire de se dire, bah tiens, pour que je me sente plus légitime, eh bien, je vais me conformer justement au code en vigueur, c'est-à-dire que je vais m'acheter un appareil photo soit de marque Canon, soit de marque Nikon, parce que en France c'est comme ça. Si t'as pas soit un Canon, soit un Nikon, c'est que tu peux pas être un photographe professionnel. C'est extrêmement con, mais enfin c'est comme ça. Je vais m'acheter un MacBook Pro. Je vais tel magasin de fringues m'acheter un pull à col roulé gris anthracite, et puis un jean noir, et puis voilà. Alors effectivement, dans un premier temps, on sent du coup, voilà, on a l'impression d'être moins visible, c'est-à-dire qu'on prête moins attention à nous, et donc on se dit j'ai moins de chance, moins de risque d'être démasqué. Mais enfin, encore une fois, tu te sentiras toujours en décalage et ça n'ira jamais. Donc voilà, c'est pas la bonne solution. L'autre fausse solution, c'est souvent de se dire ouais, je me sens pas légitime, mais tant pis. Voilà, je continue à bosser, et une fois que j'aurai atteint le succès ou le niveau de performance ou le niveau de résultat que je souhaite, et bien là je me repencherai de nouveau sur mon sentiment d'imposteur, mon syndrome d'imposteur, et je travaillerai dessus à ce moment-là. Alors ça aussi c'est une erreur pour moi, eh bien parce que en fin de compte ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire les gens à soi au travers justement ce que l'on dégage. Et en ce qui concerne la photo, tu peux difficilement demander aux gens de te faire confiance, c'est-à-dire de collaborer avec toi d'une façon ou d'une autre, s'ils sentent que toi-même t'es pas tout à fait à l'aise, t'es pas tout à fait aligné, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser des questions, enfin de se questionner, de se challenger sur son syndrome, sur ces symptômes du syndrome de l'imposteur. Alors c'est aussi pour ça que j'ai fait des vidéos, par exemple sur la gestion de la critique, sur le droit à copier. Parce que par exemple, une personne qui n'avait jusqu'à présent pas entendu ce son de cloche pouvait ressentir le syndrome de l'imposteur parce que elle aimait copier telle photo de tel grand photographe qu'elle admirait, tu vois. Et le fait d'avoir entendu quelqu'un, moi, en toute modestie, mais j'espère qu'il y en a d'autres, s'exprimer à ce sujet, elle a pu se dire ah bah oui en fait je suis pas le seul, en fait c'est quelque chose de naturel. Donc tu te réconcilies avec cette part de toi-même.